Exactement 17h52. Donald Couture-Letta est là en face de moi. Donald, comment ça va, mon cher? Ça va bien, Jean-Ernst. Toi? Ça va toujours bien, même quand ça va mal, Oh, mon Donald. Dieu, c'est pas payé ça? Ah, oui, C'est bien, c'est bien, absolument, c'est absolument. bien. Alors, Donald, Oui, les États-Unis bougent beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui nous surprennent au moment où on se parle. La guerre par Israël contre le Hamas, c'est une attitude de Benjamin Netanyahou qui surprend, attitude de défiance, même par rapport à son allié le plus sûr, le plus fidèle et le plus fort, les États-Unis. On ne pensait pas oui. que Benjamin Netanyahou, est-ce que à quelque part, Benjamin Netanyahou ne s'en fout éperdument pas de la réélection du président Biden? Est-ce qu'il ne veut pas, au contraire, avoir comme vis-à-vis Un, Donald un- Trump, un républicain, ouais. un républicain, le Ouais. républicain par excellence? Ben, on avait parlé de ça, pas la semaine passée, mais il y a quelques semaines. On avait lancé l'idée. Moi, j'ai toujours dit que Benjamin Netanyahu était beaucoup plus proche des républicains en général, même quand il était ambassadeur aux États-Unis, etc., etc. Il s'est fait des amis du côté du Parti républicain à l'époque. Donald Trump n'était pas dans le décor à l'époque, en tant qu'ambassadeur, évidemment, il a rencontré toutes sortes de gens qui étaient membres du Parti républicain, mais il a sûrement rencontré des entrepreneurs comme Donald Trump, qui à l'époque était un entrepreneur de la ville de New York, comme M. Bloomberg aussi, etc., etc. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait un réseautage à Washington et même à New York, puis partout, un peu partout, je pense, aux États-Unis, mais surtout basé sur les républicains. Fait que moi, j'ai toujours dit qu'il était beaucoup plus proche de l'idéologie conservatrice, même on peut dire d'extrême droite dans certains cas, je dis bien, des républicains, et donc ça faisait son affaire. Il ne faut pas oublier que Netanyahou toujours voulu avoir l'aide des États-Unis si jamais il devenait premier ministre d'Israël, comme il est devenu, puis depuis un bon bout de temps qu'il est encore là, n'est-ce pas? Et donc, c'est sûr qu'avec les républicains, il s'est senti beaucoup plus proche. Il ne faut jamais oublier, c'est Donald Trump qui a pris la décision de transférer, on peut dire, le Parlement et même la capitale de l'Israël à Jérusalem. Hein? Puis ça, c'est Donald Trump qui a fait ça. Donc, c'est une façon de créer la solidité entre les républicains, puis dans ce cas ici, ça a été Donald Trump quand il était président. Effectivement, c'est... Puis Benjamin Netanyahu était très content, très content. D'ailleurs, il en parle encore aujourd'hui. Mais là, c'est sûr qu'il est pris avec une guerre. Effectivement, le bombardement contre Gaza et tout ça fait que finalement, il sait depuis le 7 octobre qu'il avait besoin de l'aide des États-Unis sur le plan militaire. Ça, je veux dire, on ne peut pas se le cacher. Mais ça ne veut pas dire qu'il était prêt à écouter toutes les positions qui ont été mises d'avant par Joe Biden. Et surtout quand il entend parler même de M. Blinken et Jake Sullivan qui était là vendredi avec lui, pour dire, ben là, il faut reculer un petit peu, il faut prendre son temps, il faut sauver la vie des citoyens palestiniens, etc. Ça, c'est un discours que M. Netanyahou ne veut pas entendre. Quand on sait ses positions, c'est vraiment de raser, on peut dire, Gaza, de prendre Gaza puis de le mettre sous la tutelle comme on a fait en Cisjordanie, faire la même chose à Gaza, qui fait que finalement, tout ça approche davantage, pour le dire, M. Netanyahu de la position non de Joe Biden, mais des républicains en général. L'autre aspect aussi, il ne faut pas oublier, vu qu'il a déjà rencontré Monsieur Trump, quand Trump, comme président, a fait un voyage en Israël, puis a rencontré Netanyahou, surtout quand ils ont dit que finalement, c'est Jérusalem qui est la capitale de l'Israël, etc., etc.,
qui fait que finalement, depuis ce temps-là, M. Netanyahou remercie M. Trump pour ça. Et je pense qu'il doit... Puis l'autre aspect aussi, il ne faut pas l'oublier, les élections présentement aux États-Unis sont très, 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 très proches, non seulement proches pour les primaires, mais au niveau des sondages. Je veux dire, le dernier sondage que j'ai vu sur la popularité de Joe Biden est à 39%. Moi, quand j'ai vu ça, les cheveux m'ont dressé parce que je me suis dit, là, 3 semaines, j'avais attendu 45%. Et là, puis il y a 45, puis Trump faisait 47. Fait que je me dis, bon, ben, il y a encore la bataille, les primaires, etc. C'est pas fini, cette affaire-là. Mais quand j'ai vu 39%, quand je vois aussi les démocrates, en général, ne sont pas nécessairement d'accord avec sa politique de plus en plus vis-à-vis le soutien sans équivoque vis-à-vis, évidemment, Benjamin Netanyahou, fait que Donald, il y a quelque chose qui a changé depuis hier, je crois. Les États-Unis sont officiellement sortis de la récession. Et on sort de la zone rouge, n'est-ce pas? Et ça a contribué à alourdir l'image du président sortant sur le plan économique. C'est toujours important. Et puis en plus, il y a rapidement, Donald, parce que nous allons recevoir l'autre invité, il y a la position du conseiller spécial, en tout cas pour le dossier de Donald Trump, qui a décidé tout simplement de remettre à la Cour suprême une manœuvre. Oui, tout à fait. C'est la Cour suprême littéralement dilatoire, n'est-ce pas? Oui. Pour faire prolonger, en tout cas, sur la question, tout à fait. Sur la question de l'immunité présidentielle, tout à fait. dont Donald Trump aurait joui, n'est-ce pas, pendant le 6 janvier 2021. Tout à fait. C'est une stratégie extrêmement importante qui est le fait que la Cour suprême ait accepté d'entendre. Pas simplement accepté, mais ils n'ont pas même questionné. Parce que d'habitude, avant de l'accepter, ils posent toutes sortes de questions. Puis parfois, durant ces questionnements-là, ils arrivent à une situation de dire « non, merci, c'est pas valable, puis allez-vous-en. OK, faites autre chose. » Mais là, c'est pas le cas. Tout de suite, ils ont dit « oui. » On va le regarder. Ça, c'est mauvais signe pour Donald Trump. 6 conservateurs, 3 libéraux, hein, il faut le dire. Mais c'est mauvais signe pour Donald Trump. Non, moi, je pense au contraire. C'est une bonne... Oh non, moi, si j'étais Donald Trump, je ne le suis pas. Non. C'est un bon signe. Parce que je te le dis, Donald. La Cour suprême va y donner raison. Non, Donald. La Cour suprême aurait pu donner raison à Donald Trump sans traiter du dossier, laissant le dossier suivre son cours. C'est du temps que Donald Trump veut gagner. Il serait devenu président sans que le dossier ait arrivé à la Cour suprême et la Cour suprême n'aurait même pas à se prononcer. Il ne faut jamais oublier, il est allé à la Cour suprême parce que ici, la Cour suprême lui doit quelque chose en retour. La Cour suprême, les six conservateurs, ça c'est Donald Trump. La Cour suprême a déjà donné tort à Donald Trump. Ce n'est pas vrai que la Cour suprême... Vous allez voir. Moi, de toute façon, Donald, on va gagner un petit 2 avec toi. Ah non, pas cette année. Non. Moi, en 2016, j'avais le seul au Canada. Hein? Puis tu prendrais des notes, puis tu ferais le tour du Canada, tu vas voir que j'étais le seul à prédire la victoire de Donald Trump comme président des États-Unis. OK? Ça, c'est vrai, ça. Je te compte pas d'histoire. OK? Puis ça, c'est partout. Va dans toutes les universités, ils vont te le dire. L'autre chose aussi, c'est que, regardez bien, là. 57% des démocrates ne veulent plus voir Biden là. On va voir. Ah non. Non. Merci, Donald. On reviendra. On reviendra pour un second tour. C'est que tu es trop libéral, mon ami. Les libéraux sont plus à la mode aux États-Unis. À tout à l'heure, Donald. Je suis pas content pour Donald Trump non plus, là. Tant qu'à moi, les deux sont pareils au même. Mais. On reviendra. OK, la politique va venir. D'accord, à tout à l'heure.